Allez, on va se projeter un petit peu en 2023. Eh bien oui, c'est bientôt 2023, hein, figurez-vous, c'est ce week-end, hein, de rien. Et la BBC, vous savez, le service public audiovisuel britannique, eh bien, a fait une projection, hein, pour 2023. Ils ont tout simplement demandé à des analystes militaires comment ils pensaient que les choses allaient se dérouler en Ukraine. On voit à quoi ça va ressembler avec vous, Nargis Adji. Oui, il s'agit de chercheurs, de scientifiques ou encore d'anciens militaires qui expliquent donc comment est-ce qu'ils voient la suite du conflit, notamment pour 2023, la guerre en Ukraine. La toute première hypothèse, la voici, l'offensive de printemps de la Russie sera déterminante. C'est Michael Clark, professeur à l'université d'Exeter en Grande-Bretagne, qui l'annonce. On a souvent entendu parler du général hiver, et non, c'est bien le printemps qui sera le facteur clé. D'après Michael Clark, il se base notamment sur une prise de parole de Vladimir Poutine dans laquelle il reconnaît que parmi les mobilisés, 50 000 sont déjà au front. Les 250 000 restants sont formés pour participer aux hostilités donc en 2023. Tant que le sort de ces nouvelles troupes russes n'est pas décidé sur le champ de bataille, il n'y a pratiquement pas d'autre scénario que la poursuite de la guerre. Le second scénario, et celui-ci c'est le plus optimiste, il est avancé par Audrey Pankowski. Alors, il est russe mais il vit actuellement aux États-Unis. Il est scientifique et analyste. D'après lui, l'Ukraine va reconquérir ses terres dès le printemps 2023. Conclusion déterminée par deux facteurs. Le tout premier, la motivation, la détermination et le courage sans précédent de l'armée et du peuple ukrainien. Et le second, après des années à apaiser le dictateur russe, l'Occident a finalement mûri et réalisé l'ampleur du défi historique auquel il est confronté. Alors Nargis, dans cet article, on découvre aussi des hypothèses plus pessimistes. Oui, exactement. Et sur les 5 scénarios, le plus pessimiste, c'est celui-ci. Pas de fin en vue. Barbara Zanzetta, faculté des études de guerre à Londres. Selon elle, il n'y a pas de fin visible au conflit. Ce sera une longue bataille politique, économique et militaire. Et d'ici la fin de 2023, cela ne se terminera probablement pas encore, même s'il y a un petit peu plus de positif dans le scénario numéro 4 pour Ben Hodge, ancien commandant de l'armée américaine en Europe. Il n'y a pas d'autre issue que la défaite de la Russie. En clair, c'est donc l'Ukraine qui gagnera cette guerre. Et elle est même déjà à son avantage selon lui. D'ici la fin 2023, la Crimée sera entièrement remise sous le contrôle et la souveraineté de l'Ukraine. Et enfin, le statu quo est évoqué dans le scénario numéro 5 par David Andelman. Il est expert militaire. D'après lui, il est plus probable que la tactique actuelle se poursuive, la lente poussée des troupes ukrainiennes dans des directions étroites et une lente avancée, comme dans la région de Bakhmout ou d'Avdiivka. Merci beaucoup, Nargis Adji. Alors, on le voit, en effet, donc ce ne sont pas des prédictions, hein, ce sont des prévisions pour 2023 d'experts militaires relevées par la BBC. Stéphane Marchand, on voit que c'est assez varié, on voit que c'est assez divers. On a surtout l'impression que personne ne sait vraiment en fait, ce qui va se passer. Vous l'avez dit, de toute façon, au début, il y a un scénario, il y a un élément pour 2023 qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas forcément pris dedans, enfin juste sur le premier, c'est forcément l'hiver et le climat en fait qui va jouer. Alors, déterminant. Le climat joue, on voit ces temps-ci qui jouent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où ça a gelé, là ça a déjà dégelé d'une certaine manière dans pas mal de régions. Dans le sud du pays, les températures sont tout à fait clémentes et donc il n'y a pas le problème du gel. Donc il y a ce phénomène de la météo. Ensuite, il faut essayer de se projeter sur 2023 au-delà des avancées militaires. Militairement, quelle est la question? À mon avis, la question, c'est que peuvent faire les Ukrainiens à armes inchangées? C'est-à-dire que si les États-Unis ne livrent pas des armes offensives plus puissantes aux Ukrainiens, peuvent-ils progresser comme ils le souhaitent vers la mer d'Azov et donc de menacer la Crimée? Oui, le peuvent-ils ou pas? Je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. On a longtemps dit qu'ils ont besoin de chars occidentaux pour réaliser ça. En réalité, eux disent, nous n'avons pas besoin des chars occidentaux, nous avons assez de chars, la plupart d'ailleurs étant russes, pour faire cela. Ouais. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment la créativité diplomatique. Et là, l'ambassadeur sera probablement beaucoup plus à même que moi d'en parler. Il faut de la créativité diplomatique pour commencer à imaginer ce que pourrait être la fin d'une négociation. Le cœur sera sans doute la Crimée. Ça paraît tout à fait évident qu'il faut, sur la Crimée, avoir des idées originales. Ouais. Et donc, d'où peuvent-elles venir? Est-ce que la Crimée peut devenir, par exemple, complètement indépendante? Est-ce que la Crimée peut choisir son destin? Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui se sont retrouvés dans des situations telles que celle-là? J'ai pas envie, je pense évidemment à un pays que je n'ai pas envie de citer parce que c'est pas un très bon exemple, la Bosnie.
on a essayé de trouver des solutions originales, qui ne fonctionnent pas bien, malheureusement. Le problème, Stéphane Marchand, c'est que, en effet, il peut y avoir des solutions originales. Mais, par exemple, quand l'Ukraine propose un sommet de la paix en mois de février, est-ce que vous imaginez aujourd'hui Vladimir Poutine reconnaître une décision d'un organisme comme celui de l'ONU? C'est ça, en fait, on a l'impression que ces organisations aujourd'hui multilatéralistes ne sont pas du tout reconnues par Vladimir Poutine. Alors moi, ce que je pense, avant de laisser la parole aux autres, ce que je pense, c'est que on dit souvent que Vladimir Poutine ne reconnaît que la force. Oui. Il est vraisemblable qu'il faut, avant de déclencher chez lui et dans son entourage cette marche vers la négociation, il faut que lui soit infligée une défaite militaire majeure, Ouais, c'est ça. qui ressemble à la défaite qu'il a subie à Kherson. Une défaite dans le Donbass, Donetsk, Lychansk, Svierodonetsk, ça, ou alors dans le sud, Melitopol, Mariupol, et ensuite, peut-être, mais ce n'est pas du tout certain, car la dérive messianique à laquelle l'ambassadeur faisait allusion, peut-être va nous priver pour très longtemps de toute bonne nouvelle. Oui, c'est ça aussi, Michel Duclos. En effet, rappelons-le, pour l'instant, Vladimir Poutine n'a toujours pas de victoire. Ça fait quand même près d'un an qu'il y a cette guerre. Il n'y a pas de victoire aujourd'hui, et notamment même des retraits. On l'a vu avec la ville de Kherson. Aujourd'hui, imaginez une réflexion de paix. Alors, chaque partie, on l'a dit tout à l'heure, a son plan de paix. Il y a le côté russe, à condition, bien sûr, de garder les régions du Donbass. Côté ukrainien, c'est négocié, d'accord, mais à condition que les militaires et les dirigeants russes soient jugés. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, quand les Ukrainiens proposent un sommet de la paix sous l'égide de l'ONU dans 2 mois, est-ce que c'est de l'ordre du faisable? C'est de l'ordre de la manœuvre diplomatique. Hein. Mais si vous voulez, il n'y a pas de secret. La paix, ça dépend d'un rapport de force. Et pour l'instant, Poutine n'a pas le sentiment qu'il perd. Il a le sentiment que ses généraux ont perdu. C'est la même chose. Mais que sur l'échiquier global, il espère toujours que son économie va se refaire en se réorientant vers le sud global, vers l'Inde et d'autres. Il espère toujours qu'avec ses capacités de production d'armement sont telles qu'il pourra continuer à détruire l'Ukraine. Et que quand l'Ukraine sera un État failli, où il n'y aura plus d'électricité, non pas pour quelques heures ou quelques jours, mais pour toujours, les Ukrainiens finiront par craquer. Et que d'ailleurs les Occidentaux se lasseront de soutenir l'Ukraine. C'est ça sa vision. Et donc là, on est, malheureusement, dans une guerre peut-être pas une guerre longue, mais en tous les cas d'une durée encore impossible à déterminer. Donc 2023, il y a peu de chances que ce soit malheureusement l'année de la guerre. Alors pour moi, les 2 paramètres, c'est la résilience des Ukrainiens, leur capacité à subir cette destruction de leur pays, et c'est évidemment les armements que les Américains et d'autres fourniront aux Ukrainiens, parce que il me semble que face à ce risque d'une offensive russe, d'une reconstitution des forces russes, notre intérêt serait que les Ukrainiens puissent dès maintenant prendre l'offensive, ou en tous les cas soient capables de repousser cette offensive. Et effectivement, comme l'a dit Marchand, c'est le jour où il y aura des vrais revers russes, notamment où les Ukrainiens auront réussi à retrouver l'accès à la mer d'Azov, où la Crimée sera en jeu. C'est là, à partir de là, c'est là qu'il pourrait y avoir un début de négociation. Les filles de là. Oui, ce qu'a dit Michel Duclos est très important et très pertinent, et ça rejoint un des scénarios, c'est que le grand danger pour l'Ukraine et pour l'Occident, c'est que la Russie peut parfaitement s'accommoder d'une espèce de guerre perpétuelle, même qui soit relativement piteuse pour la Russie, alors que je pense que nous n'avons pas les moyens ou du moins, l'Ukraine n'a pas les moyens de vivre dans la guerre indéfiniment. Si je puis dire, c'est une nation normale. Alors l'Est du pays vit depuis 2014 quand même sous la guerre. Ah non, c'est une guerre de très basse intensité. Oui. Les accords de Minsk, qui n'avaient aucun sens, ont eu une utilité qui a été de faire baisser le niveau
de la tension. Ce n'était pas une guerre permanente et de haute intensité comme nous l'avons depuis le 24 février. Là, on revoit les hypothèses de conflit vues par la BBC et ses experts militaires. Je vous en prie. Alors, ce qui est par contre décevant dans ces scénarios, c'est que ce sont des scénarios, si je puis dire, à régime constant. C'est-à-dire, c'est des variations sur le rapport de force militaire qui pourrait résulter de l'évolution de la guerre en 2023, et ça ne tient pas compte de l'évolution du possible effondrement du régime russe, qui est en fait un paramètre c'est l'élément le plus important. Essentiel. Et je pense que l'Ukraine, il faut aider l'Ukraine le plus possible, non seulement pour remporter des victoires et récupérer et protéger son territoire, mais aussi pour provoquer, ce faisant, un tel affaiblissement de la Russie que le régime de Poutine et donc toute son entreprise soit remise en cause. D'une certaine manière, tout avait été dit par le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, au début de la guerre, lorsqu'il avait dit il faut aider l'Ukraine à retrouver l'intégrité de son territoire et affaiblir la Russie de telle manière qu'elle ne soit plus capable pour longtemps de mener une entreprise de ce genre. Alors, il y a une chose aussi dans les scénarios, Masha Kondakova, qu'il soit optimiste, pessimiste sur la suite du conflit en Ukraine, il y a aussi cette chose évoquée, c'est l'opinion publique occidentale. Est-ce que ça fait aussi partie de ces scénarios? Combien de temps aussi cette opinion publique sera derrière les Ukrainiens? Il faut aider les Ukrainiens. On le voit par exemple, une chose assez intéressante, aux États-Unis par exemple. On voit que même si Volodymyr Zelensky arrive à obtenir des plans d'aide faramineux, l'opinion publique, en fait, aujourd'hui, commence un petit peu à ne plus s'intéresser à sa personne. Après, je sais qu'aussi, ils pensent aujourd'hui plus à leur état du temps, parce qu'il fait très, très froid. Ah oui, il fait froid. Non, mais là, je peux parler avant. Je veux dire, c'est pas... Vous avez raison, mais je veux dire que... oui, l'opinion publique, c'est très important. Ça. Et honnêtement, entendre ça, ça me brise le cœur, parce que derrière les défenses la destruction d'infrastructures critiques, il y a les vies des gens. Bien sûr. Des enfants qui sont, par exemple, les mères qui donnent la vie d'aller aux enfants qui sont aux hôpitaux, et d'autres gens qui sont... mon père, il est à Kiev, il est professeur à l'université, il donne toujours les cours. En Zoom, il dit quand il y a électricité. Et la dernière fois, il n'avait pas 56 heures. Combien de temps cette guerre peut durer? Mais que veut cette guerre, enfin? Qui veut cette guerre? Les Ukrainiens, c'est pas nous qui ont commencé cette situation. Encore une fois, il faillit 8 ans pour Poutine, depuis 2014, pour essayer d'envahir l'Ukraine totalement. Donc, en fait, la seule solution pour la paix, c'est comme vous avez dit, il me semble, de casser ce régiment. Ça veut dire qu'il faut que les troupes russes ressentent la défaite. Et on a besoin des alliés. On a besoin, parce qu'on preuve, les Ukrainiens sur le sol ukrainien aujourd'hui, chaque jour, vous savez quelles sont les pertes à Bakhmout. Des hommes ukrainiens, des femmes preuves leur capacité de résister, et même les enfants, et mon père, par exemple, et mes familles, mes amis, qui sont aussi, quand je les rappelle, ils sont abattus parfois, ils se disent, mais on n'en peut plus, en fait, parce que c'est très, moralement, c'est très compliqué de couper d'électricité. Évidemment, on a besoin de vous, et autant qu'Ukrainien, je vous remercie pour votre patience et pour tout l'aide que vous nous donnez, et donnez-nous plus de possibilités de combattre les armes de l'emporter, lesquelles on réclame depuis Pourquoi nous avons attendu Mariupol pour couvrir le ciel? Merci beaucoup. Non, mais... Pourquoi? Il y a beaucoup d'intérêt dans cette guerre. Et on va voir... Bien sûr, si ça mais aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui payent au niveau... Comme les Américains ont dit. Il y a des dollars, mais pas des hommes. Stéphane Marchand. La dimension humaine est évidemment capitale, comme vient de le rappeler notre amie ukrainienne. Et autant les opinions occidentales pourrait être lassé à l'idée de livrer un certain nombre d'armes à l'Ukraine, autant l'idée de protéger l'Ukraine, de protéger les civils ukrainiens, de protéger les écoles, les centrales électriques ukrainiennes, ça fait l'objet d'un consensus massif en Europe et même aux États-Unis sur ce point précis. Et par conséquent, l'opération qui consiste à procurer à l'Ukraine
une couverture antiaérienne de bonne qualité, voire maintenant de très bonne qualité avec l'arrivée des missiles Patriote, des missiles Crotale et des unités italiennes, etc. Ça, si vous avez une protection crédible de l'Ukraine et en plus une capacité offensive de l'Ukraine, des armées ukrainiennes raisonnables, ce que vous allez avoir, c'est les Russes vont militairement arriver à la conclusion qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont pas de moyens d'escalade, puisque, et ça évidemment c'est l'hypothèse que je fais, ils n'auront pas recours à l'arme nucléaire. Ouais, bien sûr. Ils s'approchent maintenant du moment où ils n'auront plus aucun moyen d'escalader militairement. Ouais, bien sûr. Un mot, Stéphane Marchand, j'en profite parce que vous avez été correspondant à Washington. On sait que le soutien américain, c'est celui qui est véritablement décisif, important. On l'a encore vu avec les missiles Patriot, les missiles de défense Patriot. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui avec ces midterms américaines qui ont donné alors une très courte avance au Parti républicain, à certains radicaux aussi au sein du Parti républicain, à ce que ça soit plus compliqué maintenant de donner de l'argent en 2023 ? Alors la Chambre des représentants est passée dans le camp républicain, effectivement, et c'est très important. Le Sénat est resté démocrate. C'est également très important, à l'avantage cette fois-ci de Joe Biden. On vient de voter un package d'aide à l'Ukraine de 45 milliards de dollars. Sur ces 45 milliards, il y a 2 milliards d'aides militaires et 43 milliards d'aides économiques, notamment d'aides budgétaires. L'Ukraine va être amputée de 40% de son économie, de sa production en 2022. C'est une mutilation effroyable. Imaginez la France privée de la moitié de sa production économique pendant un an. Donc, ce qui va se passer à partir du 5 janvier, je crois, le Congrès change de bord. Si votre question, est-ce que l'aide à l'Ukraine va baisser ? Il est possible que l'aide économique, et notamment la partie humanitaire de l'aide économique, qui est très contrôlée par des ONG à filiation démocrate, que les républicains décident de taper là-dedans. Mais en revanche, sur l'aide militaire, elle pourrait non seulement être conservée, mais selon certains républicains, augmenter. Ah d'accord, très bien. Alors je voudrais...